On le disait, 12e titre de champion de France. Une victoire difficile quand même contre les Black Panthers sur leur terrain. Ça, c'est important de le souligner. Ils sont allés gagner chez l'adversaire. Michael, peut-être pour commencer déjà, vous qui étiez bord terrain, on l'a dit, comment on vit cette rencontre, l'ambiance peut-être aussi à décrire? Alors, moi, j'étais du côté du Flash, donc sur le bord terrain. Okay. Déjà, il y a une chose qui m'a un peu marqué, c'est la sérénité en fait, et la concentration du côté du Flash. Les joueurs étaient très concentrés, ça parlait peu, c'était vraiment focus sur le match. Et ça a été vraiment marquant parce que tout au long de la rencontre, même dans les moments avec un peu plus de tension, on sentait que tout le monde était vraiment focalisé sur cet objectif et il y avait une vraie sérénité du côté des joueurs. Ouais, ça s'est remarqué. Damien aussi, vous avez partagé ce genre d'émotion par rapport au Flash qui était assez décontracté. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais en tribune un tout petit peu plus haut. Et en effet, c'est bien, chacun a sa position, c'est bien, merci. Ça permet d'analyser toutes les strates. Donc en effet, oui, la sérénité, j'en parlais un petit peu plus tôt, hein, c'est un sentiment qui se dégage depuis plus ou moins toute la saison. Et le moment marquant, c'est vraiment ce début de troisième quart-temps. Parce qu'en première mi-temps, le Flash n'a pas réussi à faire le break. Et ils se prennent ce touchdown très rapidement en début de troisième quart-temps. Donc ils se retrouvent menés. Et j'ai trouvé donc, la possession qui a suivi vraiment exceptionnelle. Voilà, avec une réaction qui a été très bonne dans le jeu offensif. Jason s'est activé pour placer plusieurs belles courses avant de conclure lui-même. Et ensuite, ils ont conservé l'avantage. Et j'ai aussi trouvé, alors c'est peut-être qu'une sensation personnelle, mais qu'il y a eu une dimension physique aussi qui a joué. Et j'ai trouvé qu'il y avait un ascendant du côté du Flash, okay. En termes d'intensité, en termes voilà, de sentiments que j'avais. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs de Thonon qui se sont blessés pendant le match, donc je ne sais pas si c'était un pur hasard ou si c'était les conséquences d'une longue saison et d'une fatigue. Mais en tout cas, sur la fin, ça a fait la différence avec une équipe de Thonon qui a manqué de jus et des Flashs qui ont pu concrétiser avec une défense solide. Ça, c'était la partie observateur, la partie acteur. Jason, comment on était prêt mentalement, psychologiquement, physiquement pour ce match-là? C'était quoi les conditions pour vous? Pour nous, c'était de scorer très vite, de montrer qui était la meilleure attaque du championnat. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a pris du temps à se mettre dedans. Et arrivé au troisième quart-temps, on était un peu obligé de scorer puisqu'on perdait. Et comment vous avez géré ce côté? Vous jouez à l'extérieur dans un stade qui était complètement pour Thonon. Comment vous avez géré ça? Vous étiez excité? Vous avez eu une pression? Justement, parce que comme c'était chez eux, il fallait qu'on prouve, fallait qu'on gagne. Le coach Simono qui choisit le bon côté aussi pour dire que c'était chez nous. Franchement, le fait qu'on soit de ce côté-là, avec les supporters qui criaient quand ils avaient la balle ou quand il se passait quelque chose, ça nous excitait encore plus, ça nous donnait encore plus de peps. Ça nous a aidés beaucoup, je pense. Et puis voilà. C'était quoi le discours, Nicolas, quand on rentre dans un stade comme ça qui va pas être cadeau, hein. Le résultat, il sera difficile à aller chercher en finale. C'est pas tant sur l'ambiance du stade qui était important, c'était sur poser les bases on était les premiers du championnat. Je leur ai expliqué qu'on nous avait demandé si on pouvait les laisser jouer de leur côté habituel et j'ai demandé que non. On joue chez nous, donc du coup on a joué de leur côté. Pour leur faire comprendre qu'on était chez nous. Et après moi franchement, je fais pas trop, je porte pas trop attention à aux réactions du public finalement. C'est pas, pour ma part en tout cas, je sais pas pour les joueurs, mais je les entends pas vraiment finalement. En tout cas, ils faisaient moins de bruit qu'à Schwab-Bichol, par exemple. C'est chaud. Mais non, c'est plutôt toutes les actions sur le terrain. Alors après, peut-être que coach et joueur, c'est différent parce que quand ils reviennent sur le bord du terrain, ils sont plutôt en repos. Ouais. Alors que pour nous, ça change pas grand-chose, quoi. On est toujours focalisé sur le terrain. Et on rappelle, Nicolas, c'était le 4e affrontement face à cette équipe-là. Vous les aviez affrontés déjà 2 fois en championnat et 1 fois en Coupe d'Europe. Comment stratégiquement on arrive à bousculer un adversaire qu'on connaît par cœur comme ça? Je pense pas qu'on l'ait bousculé. Je pense qu'on l'a étudié. Je pense qu'eux, ils nous ont bousculé sur la 3e journée. Ouais. Mais j'avais déjà préparé les joueurs depuis fort longtemps sur les journées, justement. Donc depuis avant le championnat, en fait, j'avais dit qu'il y avait 2 matchs importants. C'était le match sur la CEFL, parce que potentiellement on pouvait les rencontrer. Et c'était le 4e match qui était potentiellement on pouvait les rencontrer en finale. Sinon on pouvait se permettre de perdre le premier et le 3e. Ouais. Bon, on a gagné le premier, c'était très bien.
Et puis on a perdu le troisième, c'est dommage. Mais du coup, non, moi je les ai préparés en amont. Ensuite, la préparation du match, ça s'est faite essentiellement sur offensivement tout ce qui n'a pas fonctionné, sachant qu'on n'avait pas bien préparé la dernière journée, nous en tout cas les coachs. Et puis regarder un petit peu justement toutes les situations défensives dans lesquelles ils nous avaient mis en difficulté. Et puis surtout, c'était un gros match défensif parce que du coup, on avait plein de situations, on pouvait les étudier et faire en sorte que ça ne se reproduise plus ce qu'ils ont pu faire à la journée 10. On voit quelques jolis plays là, de la part du Flash. Là. Regardez cette magnifique passe qui arrive à destination. Ça, c'était une des belles actions du Flash dans cette finale. On s'était prêté à l'exercice du pronostic avant. Maintenant qu'on connaît le résultat, c'est beaucoup plus facile. Avant, on ne le connaissait pas et c'était beaucoup plus difficile. Il y en a un qui a vu très très juste. On va revoir. Je vous propose de regarder les images de la dernière émission. Mickaël, Damien, je ne sais pas, un pronostic également? Moi, je partirais sur les Black Panthers. Ouais. Je vois une victoire serrée, 28-24, quelque chose comme ça. Je pense qu'on aura quand même du spectacle. Maintenant, les Black Panthers jouent à la maison. Donc ça va être un facteur, je pense, qui va les aider. Et en plus, ils sont vraiment dans une très bonne passe. Ils finissent à pleine puissance, j'ai l'impression. Donc je partirais sur les Black Panthers. Et Damien, pardon. Moi, je vais prendre le pied opposé. Je vais donner un léger avantage au Flash. Franchement, dans ce genre de match très serré, très indécis, j'ai tendance à regarder un petit peu le duel de quarterback. Et personnellement, j'ai un peu plus confiance dans le bras de Connor Miller pour réussir à faire cette action qui peut faire la différence. Mais dans tous les cas, face à leur public, je pense que les Black Panthers vont être remontés et très, très, très difficiles à battre. On a hâte d'y être. Damien, a.k.a. Madame Irma. Il avait tout vu. Effectivement, ça s'est joué à ces détails-là. Qu'est-ce qui a fait basculer la rencontre pour vous, Damien? C'est vrai que pour une fois que j'ai bon, c'est bien que ce soit devant les caméras. Même si j'avais mis ça sur les épaules de Connor Miller et que finalement, ça ne s'est pas joué vraiment dans ce secteur. Après, sur les faits qui ont fait basculer le match, c'est vrai que on va pas revenir sur la sérénité de la Courneuve, parce qu'on en a déjà suffisamment parlé. Mais ensuite, je pense que il y a eu un aspect indécis qu'on avait mis en avant lors de la preview et qui s'est clairement avéré être correct. Et finalement, le match s'est joué principalement en défense puisqu'on a eu un score vraiment très serré, en dessous des 20 points pour chaque équipe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on aurait forcément prévu à la base. Et c'est la défense qui a fait le plus d'actions qui l'a emporté à la fin, quoi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Mickaël? Je pense que ça s'est joué sur le réalisme, très clairement. Oui. Les Black Panthers, en début de match, sont allés 2 fois aux 3 yards du Flash en première et goal. Donc potentiellement deux phases où ils peuvent marquer un touchdown et ils repartent avec seulement 3 points. On le voit ici, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et ce qui, à mon avis, a été ce qui leur a retiré la victoire, c'est ce manque de réalisme en début de rencontre. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités dans cette finale pour marquer. Le Flash en a eu 2 et ils ont marqué. Et quand les Black Panthers en ont eu, malheureusement, ils n'ont pas concrétisé avec des touchdowns. Et je pense que c'est ce qui leur a fait défaut. C'est vrai, petit score de part et d'autre, mais c'est vrai que c'est le Flash qui s'impose de quelques points. On va revoir ce magnifique touchdown à la course. Justement, on voulait saluer aussi Peter Anderson qui a commenté la rencontre, qui était là pour présenter Touchdown, dernière émission. Il voulait apporter un petit peu les quelques détails qui ont fait la différence pour le Flash. On regarde. Oui messieurs, on aura vécu une très très belle finale ici à Tonneau. Regardez, il me reste même quelques petits confettis. La fête vient de se terminer. Le 12e titre de champion donc pour le Flash de la Courneuve qui au final aura contrôlé ce match. Pas de bout en bout puisqu'au début du 3e quart-temps, Thonon est repassé devant. Mais derrière, la machine s'est remise en route. Et finalement le Flash, grâce à Connor Miller, grâce à Ryan Smith et grâce surtout à son jeu de course avec Jason Bofunda, le MVP de ce match, le Flash de la Courneuve s'est imposé. Un petit score 16-10, un match accroché, on s'est vraiment régalé avec Jean-Philippe et donc le 12e titre de champion, le 26e casque de diamant qui retourne dans le 93 à la Courneuve. Et merci Peter de nous avoir fait rêver et d'avoir enflammé cette magnifique rencontre du casque de diamant. On va revenir sur les matchs dans le match. Vous savez messieurs, on a fait plusieurs petites oppositions sur cette finale. On va voir un petit peu qui s'est imposé dans ces duels. On va commencer peut-être par le duel des quarterbacks. On commençait à teaser ça avec Damien. C'est vrai que c'était un duel attendu entre un quarterback américain, un quarterback canadien. Qui veut commencer? Qui s'est imposé, Mickaël? Alors pour moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un vainqueur justement dans ce duel. J'irais plutôt pour un match nul. Les deux quarterbacks ont très bien démarré. Leur première passe à tous les deux a été exceptionnelle. Et ensuite, ils ont eu beaucoup plus de mal durant la rencontre. Alors certes, Bretton Shack a lancé un touchdown, mais Connor Miller repart avec le trophée. Donc je dirais match nul entre les deux.
Pareil, Damien? Ouais, c'est vrai qu'on attendait un peu plus de ce duel de quarterback. Donc, comme Michael l'a dit, ils ont chacun eu quelques bonnes séquences, quelques belles longues passes, mais globalement, les défenses semblaient quand même bien préparées dans le domaine aérien. Et il n'y a jamais eu un sentiment de rythme, que ce soit du côté de Miller ou du côté d'Unshak. Donc certes, le touchdown est pour le quarterback canadien de Tonon, mais il a aussi lancé cette pick six qui a eu quand même une répercussion assez importante sur le résultat final. Et Connor Miller, il a été globalement solide, mais c'est vrai que son impact a été clairement moins important que d'habitude pendant la saison. Connor Miller, qu'on a vu efficace et décisif aussi pour le Flash toute la saison. Justement, j'avais lu, Michael, que vous aviez réalisé une interview avec Monsieur Miller, qui, pour lui, le playbook s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait un peu en NFL. Nicolas, vous vous inspirez un petit peu de ce qui se fait aux États-Unis? La base, c'est un playbook de... alors pour l'histoire, ce serait du coach Ezoumé qui vient de la NFL Europe. Ok. Donc du coup, la base du playbook, c'est ça. Maintenant, on a eu pas mal de modifications les années venant. Et essentiellement, l'année du premier titre, avec le cordeau offensif qui était Brett, je ne me rappelle plus de son prénom, qui était très très bon, qu'il est toujours du reste. Il doit être à l'université de Jacksonville, je crois, quelque chose comme ça, avec Deion Sanders, de mémoire. Donc ça s'est étoffé au fur et à mesure comme ça. Mais oui, le concept, c'est multiple offense. Et ensuite, jouer justement en fonction des faiblesses des défenses en face. Jason, quand on joue avec Connor Miller, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte sur un terrain, un quarterback comme ça? Quand tu sais qu'il a la possibilité de faire la différence, moi je suis running back, je fais plus la passe pro. Okay. Je fais mon maximum pour le mettre à l'aise et pour qu'il fasse ce genre de grosses passes qui permet de marquer très rapidement. Il est bon, il est au quotidien, c'est un plaisir de s'entraîner. Ouais. Franchement, j'ai bien aimé jouer avec lui. Un quarterback qui a fait rêver, qui remporte ce titre 2022. Un autre duel, les gars, je voulais vous faire réagir sur ce duel entre Jason Bufunda et Nicolas Kandar. Juste avant de parler de Jason, on peut revenir peut-être sur le joueur de Thonon-les-Bains qui a été plutôt impressionnant quand même, Damien. Oui, c'est vrai que ça a été le meilleur joueur offensif de Thonon. Ouais. Alors j'ai encore en mémoire une de ses courses là je crois que c'est le premier drive de Thonon où il marque le field goal, où il met dans le vent plusieurs défenseurs du Flash avec ses cuts qui sont assez dévastateurs. Et c'est vrai que c'est une course et globalement une finale qui sont à l'image d'une excellente saison de la part de Nicolas Kandar. Surtout que là, il a eu quand même beaucoup de travail sur cette finale puisqu'il était un peu esselé sur le backfield de Thonon. Il vous impressionne votre adversaire direct ou pas? Oui, j'ai déjà joué avec lui. Franchement, non, il a un gros niveau. Et il n'est même pas au top de sa forme en plus. Et il arrive à faire ce genre de choses. Franchement, c'est impressionnant. Franchement. Depuis le terrain, comment on a vu ça? Comment on a vécu ça, Michael, un joueur comme ça? Ouais, c'était impressionnant, surtout qu'avec la blessure d'Akiva Wedge, il était tout seul dans le backfield. C'est vrai que d'habitude, ils étaient tous les deux. Et là, il a dû porter le jeu de course tout seul. Il l'a plutôt bien fait. C'est vrai qu'il y a eu cette fameuse course où il se fait arrêter à 2-3 yards de la end zone et on croyait même à un moment donné que c'était touchdown. Mais malheureusement, il n'a pas pu justement décider la rencontre pour les Black Panthers. Mais il a fait un très gros match. Un autre duel qu'on aurait peut-être oublié, Damien, un truc qu'on n'a pas mentionné, qui vous a marqué? C'est vrai qu'on met beaucoup les attaques et les attaquants en avant, mais sur cette finale, on est bien obligé de donner du crédit aux défenses qui ont quand même eu un rôle très important sur le résultat. Donc c'est vrai que du côté du Flash, on a eu des actions plus décisives avec donc, cette interception qui a donné le premier touchdown. Un safety qui est plus ou moins forcé par la défense ou plus ou moins concédé par Thonon, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a 9 des 16 points au final qui viennent d'actions défensives pour le Flash. Et puis du côté des Black Panthers aussi, il faut leur donner du crédit puisqu'ils ont réussi à limiter à 16 points et un seul touchdown offensif le Flash, qui tournait quand même à plus de 40 points de moyenne sur la saison régulière. Donc dans tous les cas, c'est deux très belles performances de défense qui avaient visiblement bien étudié les attaques adverses. Non, c'est vrai, ils ont su contrer cette équipe du Flash, on le disait, avec ce record de points marqués dans une saison, record depuis 98. Mais cette équipe de Thonon-les-Bains qui a réussi à faire quelques plays défensifs, notamment un qu'on avait envie de vous remontrer. Incroyable plaquage de Benjamin Moulindahabi. On va regarder ça et on en parle parce que c'était un petit peu effrayant. Avec le ballon, 9 minutes 47 secondes, ça va courir sans doute pour contrôler le temps. Ouais, et puis c'est ce qu'ils ont montré depuis le début de cette... Oh, quelle
gros plaqué! François Pion. Quel gros plaqué de toujours le même, le Et c'est encore 52, lui. C'est encore lui. Benjamin Mouloundabi, monsieur. Comment ça va physiquement? Puissance? Impact? Du linebacker? Ouais. Oui, franchement, ouais. Il va mieux? Il a bien. Mais c'est pas moi le running gars. Non, non, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Non, je sais, je sais. T'as raison. Je parle de François. Ok, d'accord. Je venais aux nouvelles comme ça, hein, entre coéquipiers, c'est important. Il va bien, il va bien. Il va bien. Il va bien. Je pense que ouais, il est solide et je pense que c'est pas son premier. C'est pas la première fois qu'on prend des coups, donc je pense que ça ira. On a des backers aussi qui tapent fort, donc je pense que ça. Après, c'est le genre de plaquage qui nous plaît aussi, et même quand on est entraîneur adverse. Nicolas, ça, c'est le genre d'action. Moi, j'adore les actions de match, Ouais. que ce soit défensif ou offensif. Même unité spéciale, j'adore les actions. Ouais. On peut parler du groupe, Jason. La victoire, forcément, qui a rassemblé encore plus ce groupe. Comment on peut parler d'une famille ou pas au sein du Flash? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, une famille depuis septembre. Une famille qui s'est forgée pendant la prépa, pendant tous ces entraînements, pendant tous ces matchs. Et La cohésion, là, on le voit, le groupe, là. On peut le voir, hein. Chaque victoire, c'est des souvenirs incroyables qui seront gravés Gravé à jamais. pardon. Et puis voilà. On vous voit là tous ensemble, là c'était une vraie belle fête dans un stade qui n'était pas le vôtre en plus, mais il y avait quelques supporters là, si c'était... Ouais c'est ça, c'est des supporters du Flash ça. qui étaient venus. Hein. Ça, ouais, il y en a pas mal qui sont descendus, qui sont venus faire le déplacement. Ça nous a boosté aussi. Avant le match, on avait pas mal de messages de leur part qui nous ont vraiment mis dedans et qui nous a vraiment boosté pour le match. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est forcément quand on est champion, on a envie peut-être d'aller en chercher un autre de suite, un petit back-to-back. Nicolas, c'est possible? Il va y avoir du mouvement. Ça, c'est les grandes formations aussi. Il y a toujours du mouvement, des arrivées, des départs. Est-ce qu'on peut s'y intéresser un petit peu? Oui, vous pouvez vous y intéresser. Y a pas de souci. Oui, c'est sûr qu'il y aura des départs, malheureusement. C'est pas une volonté de ma part, mais c'est une volonté plutôt de la part des joueurs, soit parce qu'ils ont des offres plus belles ailleurs, ou soit l'âge, à un moment donné, l'âge fait qu'on ne peut plus continuer, hein, ou on est limité. Maintenant, ce qui est compliqué chez nous, c'est les entraînements. C'est pas tant les matchs. Hein. Les matchs, ça va. C'est les entraînements. Ça se passe comment? Dis-nous tout, Jason, dis-nous tout. Donc, c'est plutôt la charge de travail. Pourquoi c'est à la dure, c'est ça? Dis-nous tout. C'est que y en a, ils sont pas trop dedans, ils sont pas trop présents. Voilà, la présence est à revoir. Mais bon, forcément, ça va. C'est un esprit pro qu'il faut avoir à la Courneuve. Faut savoir un petit peu jouer des coudes et être un petit peu présent à l'entraînement régulièrement. C'est ça, Nicolas? Ah oui. De toute façon, pour jouer, il faut être présent parce que après, on n'aurait pas cette sérénité et sans doute cette réussite qu'on peut avoir pendant les matchs. Mais ils sont tous pros au sein du groupe, ça c'est important aussi. On ne peut pas toujours assurer quand on n'est pas tous pros. C'est ça le problème. On essaye pour eux qu'ils le soient. C'est quoi le pourcentage de joueurs dans un effectif comme ça, champion, qui peut assurer uniquement ce rôle de joueur pro? Je pense qu'il est très faible, hein. Ça doit être 25% de l'effectif. Hein. Le reste, malheureusement, moi j'ai tendance à faire une analogie avec les joueurs NCA qui commencent leur journée très tôt et la finissent très tard, mais a priori, mon explication n'a pas l'air de convaincre les joueurs. Donc, qui commencent plus ou moins tôt, qui finissent plus ou moins tard, mais ils ont moins de journées de foot. Donc, après, ça reste un sport amateur, donc du coup, on ne peut pas non plus leur en vouloir. On parle d'un club qui est attractif, Damien, malgré tout, qui saura aussi attirer de futurs talents. Pour vous, ça reste un club qui sera parmi les favoris à sa propre succession? Bien sûr, c'est vrai que le Flash, c'est une institution du championnat de France. On ne gagne pas 12 titres par hasard. Et je pense que l'attractivité aussi du club et le fait que ce soit en Ile-de-France, c'est un avantage pour attirer chaque année des nouveaux talents qui soient formés localement ou qui viennent d'ailleurs. Donc moi je ne veux pas vous mettre de pression, mais évidemment j'attends que la Courneuve défende son titre en 2023. D'accord avec ça, Mickaël? 3 titres sur les 4 dernières saisons, donc je pense que tout est dit. Évidemment que le Flash sera favori. Après, il faudra voir où en sont les effectifs quand les entraînements reprendront, parce qu'on le sait, il y a toujours des mouvements dans toutes les équipes possibles, parce que ça ne concerne pas le Flash uniquement. Hein. Il y en aura aussi du côté des Black Panthers ou des Blue Stars, par exemple.